Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le débrief. Au Soudan, la situation s'est vite embrasée avec le conflit entre les paramilitaires du général Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemeti, et les soldats de l'armée régulière dirigés par le général Abdel Fattah el-Burhan. En un peu plus d'une semaine, ce sont environ 500 morts, des milliers de blessés, des dizaines de milliers de sans-abri, réfugiés, jetés sur les routes et livrés à leur propre sort. On a vu les images. Que se passe-t-il dans ce pays, certes entouré par d'autres pays politiquement instables ou fragiles, mais qui, voici quelques années seulement, était au bord d'un printemps démocratique? Il faut dire que le Soudan est situé dans une région instable et géopolitiquement vitale qui attise les convoitises de tant de pays. L'Égypte veut en faire son allié dans l'affaire du grand barrage de la Renaissance. Et par ricochet, l'Éthiopie pourrait prendre parti pour les paramilitaires afin d'affaiblir le pouvoir du général al-Burhan. Par ailleurs, les Émirats arabes unis soutiennent à leur tour le général Hemeti qui contrôle les mines d'or et de larges parties du Soudan à fort potentiel agricole. Nos invités tenteront d'expliquer cet écheveau, c'est inextricable. Écheveau, la situation est très complexe. En seconde partie, nous ferons un retour sur le cas de Taïwan, mis sous pression par la Chine de Xi Jinping, et nous mettrons l'accent sur les dernières déclarations assez étonnantes de l'ambassadeur chinois en France, qui a remis en question l'intangibilité des frontières issues de l'effondrement du mur de Berlin et du bloc soviétique, ouvrant par là même la voie à une légitimation de l'appétit chinois pour l'île. Avec nous pour débattre de ces deux thèmes, Mustafa Shimi, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes politologue et professeur de droit. Ali Harichi. Bonsoir. Ça va, c'est Mustafa? Merci. Ali Harichi, vous êtes doyen de l'Institut de sciences politiques de l'Université mondiale police à Casablanca. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Zakaria Abou-Dahab, bonsoir. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat aussi. Merci d'être avec nous, d'avoir répondu à notre invitation. Alors le Soudan, messieurs, on a tous vu les images, on a tous vu ce qui s'est passé. Comment en est-on arrivé là? Ça va, Sahibi? D'abord, il faut présenter rapidement le Soudan. En superficie, c'est le troisième pays en Afrique, après l'Algérie et la République démocratique du Congo. C'est important, donc c'est 1 900 000 km². Population d'environ 45 millions d'habitants. Vous l'avez dit dans votre présentation, la situation géopolitique est importante. C'est une zone de grande instabilité, effectivement. Sur le plan géopolitique, il y a des enjeux sur lesquels on va revenir. Et je voudrais signaler que c'est un pays qui est à cheval sur le Nil. En amont, il y a l'Éthiopie, avec le gros dossier, vous le savez, du barrage de la Renaissance. Et en aval, il y a l'Égypte. Voilà un certain nombre de traits qui donnent donc une particularité à ce pays. Alors comment on en est arrivé là? Parce que depuis 4 ans, une situation institutionnelle n'a pas été réglée, bien au contraire, elle a même éclaté. Il faut rappeler qu'en avril 2019, il y a eu un coup d'État qui a destitué Omar el-Béchir, qui faisait l'objet, vous le savez en plus, d'une poursuite de la Cour pénale internationale. Et ce coup d'État conduit en août 2019 à la mise sur pied d'un conseil militaire de transition qui devait donc assurer une transition politique et démocratique, en tout cas, sur une période de 39 mois. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a eu dans ce conseil militaire 11 membres au départ, avec des membres relevant du général Burhan, que vous avez évoqué, et d'autres membres relevant du général Daglo, Hemeti. Ensuite, il y a eu un civil qui a été nommé pendant 6 mois, 7 mois, et il a été démis en janvier 2022. Et donc, on a eu une situation de normalisation, entre guillemets, c'est-à-dire que les militaires sont revenus au pouvoir. Ça a été émaillé, rythmé par des manifestations, de grandes manifestations au Soudan, à Khartoum en particulier, avec une grande mobilisation d'ailleurs, et une forte implication citoyenne. Je crois que ça, c'est un fait marquant de la vie politique soudanaise, en particulier à Khartoum. Ensuite, il y a eu un conseil de souveraineté qui a été installé, qui a fonctionné jusqu'à octobre 2021. Et puis, il y a eu un coup d'État, deuxième coup d'État en octobre 2021, où
les membres représentant donc le général Daglo Hemedti ont été écartés. Donc il y a là un processus de confrontation qui s'est poursuivi et nous sommes arrivés aujourd'hui à cette situation, une situation sur laquelle on va revenir parce qu'il y a des enjeux économiques importants mais aussi géostratégiques et géopolitiques. Et c'est une situation où c'est une lutte à mort. C'est-à-dire, vous avez le processus depuis 15 jours, comment il se déroule? Il se déroule donc avec une forte mobilisation des moyens militaires d'un côté et de l'autre, et sans aucune perspective de médiation, me semble-t-il, mais c'est des choses sur lesquelles on va revenir. Très difficile, d'ailleurs on peut se demander la question de d'où viennent les armes, on aura un début de réponse, Zakaria Boutaheb. Alors, comment en est-on arrivé là? Ajoutant à ce que Si Mustafa vient d'avancer, et c'était pertinent, moi j'aimerais quand même souligner les 30 ans de pouvoir de M. Omar el-Béchir, de 89 jusqu'à 2019, et ça m'a rappelé un peu la situation en Libye. Qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Voilà. Oui, voilà, mais il a été gelé, même il s'est déplacé en Afrique du Sud, et on a considéré aussi bien au niveau de l'Union africaine que de la Ligue arabe qu'il fallait un peu écarter, et je crois que même il a été jugé au sein de son pays, mais au final les militaires l'ont protégé d'une manière ou d'une autre. Mais j'aimerais quand même dire qu'après son départ, il y a eu personnification du pouvoir. Il n'a pas véritablement laissé derrière lui des institutions résilientes. Mais il a été forcé de partir, de déguerpir, comme on dit, 4-5 mois de protestation de la faim, du pain tout simplement, parce qu'il y a les ingrédients socio-économiques de la contestation. Et la transition a été un peu périlleuse. C'est vrai qu'on avait mis sur pied un conseil de transition. Par la suite, il a été dirigé, je crois, par M. al-Burhan, Abdel Fattah al-Burhan, mais ça n'a été que de courte durée. Donc un coup d'État comme contre-pouvoir, contre un élan civil d'une population qui était assoiffée de libération, de droits de l'homme, d'état de droit, etc. Mais le pays a été déjà affaibli par plusieurs années de sanctions, de famine, d'insécurité, et il a été dépecé en 2011, parce qu'il a été divisé en deux parties. Le Soudan du Sud, qui a pratiquement raflé les 3/4 des réserves de pétrole, ne laissant que le Grand Soudan, comme on dit, le Grand Soudan, 1 900 000 km, c'est quand même un très grand pays. Donc ce qui fait que déjà il y a eu des éléments avant le déclenchement des processus de transition, et voilà, sur le plan un peu de la structure du pouvoir, un gouvernement à deux têtes, c'est bicéphale, deux logiques de pouvoir antinomiques pratiquement, et on doit dire quand même une chose sur monsieur Dagalo, c'est quelqu'un qui était très présent lors du déclenchement de la guerre au Darfour. Et aujourd'hui, je pense que les hostilités sont concentrées dans cette région de l'ouest-sud du pays, qui est une grande région d'ailleurs, parce qu'on lui prête beaucoup allégeance, c'est ethnique, c'est très ethnique, c'est personnalisé. C'est quelqu'un, peut-être nous y reviendrons, qui maîtrise énormément de minerais d'or, et donc ce qui fait qu'on a des éléments qui sont structurels, des éléments conjoncturels, sans oublier les appétits étrangers qui sont là, et peut-être on aura l'occasion d'y revenir. Donc on a la mosaïque infernale, les intérêts économiques, les égos personnels, le caractère, les clivages ethniques. Exactement. Ali Harchi. Après mes professeurs, il y a encore beaucoup. Ont tout dit. On va parler encore de Ginja, on va encore parler de l'extérieur, en fait, le Soudan est un État qui est aujourd'hui dans une poudrière, de par ses problèmes internes, qu'ils soient structurels ou conjoncturels, et de par son voisinage. Quand vous avez parlé du Darfour, on voit qu'il y a le Tchad à côté. Donc ce qui s'est passé au Darfour, et le général Daglo, donc dit Hemedti, qui est qui était le deuxième membre dans cette transition, était là, était présent donc au Darfour lors des événements qui se sont passés en 2003, je pense. Il y a eu la sécession, c'est-à-dire le partage du Soudan en 2011, et maintenant c'est un État, c'est vrai que c'est un État-nation, mais il a été toujours dirigé par des militaires. Et après le coup d'État, c'est-à-dire après le ras-le-bol des citoyens, après le ras-le-bol des Soudanais qui sont sortis en 2019, c'est un coup d'État dans le coup d'État. C'est les militaires qui ont repris le pouvoir et, comme vous avez dit, donc, une tête bicéphale, un chef de transition et un vice-chef de transition. Moi je pense que c'est une lutte de pouvoir. C'est seulement une lutte de pouvoir entre deux hommes sur qui va prendre le pouvoir au Soudan.
c'est-à-dire 2 militaires qui ont 2 armées, une armée régulière qui est de l'ordre de 140 000 hommes, je pense, et une armée, c'est-à-dire paramilitaire, si vous voulez. C'est la force de soutien rapide, la FSR, qui est de 100 000 et quelques hommes. Donc, je pense que ce n'est pas un problème ethnique, ce n'est pas un problème territorial, ce n'est pas un problème religieux, comme ça a été le cas avec le Soudan au sud, ou la partie qui est devenue un État, mais c'est plus un problème de lutte entre 2 hommes pour s'accaparer le pouvoir. Mais malheureusement, ce sont les civils qui payent, parce que maintenant c'est une guerre civile qui est un peu, qui n'est pas disséminée, qui ne s'est pas encore propagée, mais elle est au niveau de Khartoum, donc au niveau de la capitale. Elle est partie un peu vers le Darfour, parce que à côté du Darfour, il y a le Tchad, et c'est là où on peut parler peut-être d'ethnie, comme vous avez évoqué, professeur Abou Tahab. Donc c'est là où l'ethnie va intervenir, peut-être pour soutenir une faction ou une autre. Mais c'est malheureux, parce que le Soudan reste un État quand même, un État-nation, même s'il a été dirigé depuis 1989 par un militaire. Même après un coup d'État, ce sont des militaires, mais maintenant, qui sont en train, c'est une guerre entre 2 personnes ou entre 2 factions. Ce ne sont pas 2 ethnies, ce n'est pas pour un territoire, mais c'est surtout pour le pouvoir. Avec le Soudan maintenant qui est dans cette situation, si on voit la bande du Sahel, il y a les problèmes qui sont en train de se confirmer entre ce qui s'était passé au Mali, le Burkina, le Tchad, qui est dans une situation qui n'est pas encore tout à fait claire sur le plan institutionnel, et maintenant c'est le Soudan. Moustapha Sahimou, vous vouliez apporter une précision? Oui, je suis partiellement d'accord avec ce qu'a dit mon collègue et ami sur plusieurs points. Premier point, je ne suis pas sûr que le Soudan soit un État-nation avec un fort contenu. Pourquoi? Du fait de l'éclatement du pays en tribus, en ethnies, etc. Et ce sont des ressorts profonds de la vie politique, la politique soudanaise, et je crois qu'il ne faut pas minorer cet élément-là. Deuxième élément, là où je suis d'accord avec vous, c'est que c'est une lutte évidemment entre deux profils. 2 profils qui disposent de moyens. Là, le général Burhan, il a l'armée régulière, 140 000 hommes. Il a donc cet avantage-là d'avoir une armée régulière. Le général Daglo Ahmediti, il a 70 000 d'après les chiffres que j'ai moi. 70 000 avec un équipement important. Un équipement important, c'est 10 000 camionnettes armées. Et il y a un autre volet qui compte, sur lequel je vais revenir, c'est là où je suis en désaccord avec vous, c'est qu'on ne peut pas réduire la situation actuelle au Soudan à une simple compétition entre 2 généraux voulant prendre le pouvoir. Il y a le facteur international. Je considère que c'est une... On va arriver au facteur international parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je pense même que c'est la pierre angulaire de ce qui est en train de se passer. C'est une guerre, c'est une lutte par procuration. Par procuration. Il a quand même le droit de réagir à ce que vous avez dit, puisque vous n'êtes pas d'accord avec lui. Ah, mais je n'ai pas fini. Vous voulez passer sur le plan international? On va y arriver. Parfait. Donc, sur l'État-nation, ce sont 2 hommes qui n'auront... C'est-à-dire quand cette lutte de pouvoir... Ce n'est pas une lutte entre 2 ethnies. Ça, c'est très important, et je le signe, et je le note, et je pense qu'on sait ce qu'on verra. Ce sont 2 hommes qui représentent un pouvoir et qui ont les acquis militaires pour faire. Moi, les chiffres que j'ai, c'est plus que 70 000, c'est même plus que 100 000. C'est plus Sans que 100 000. parler on parle de 200 250 000. Parce que si on va vers l'aide internationale, enfin l'aide étrangère, on va ce qui va venir, ou ce qui vient déjà du Tchad et de la Libye, va vers celui c'est-à-dire pour le général Hemiti. Donc il y a de l'aide et via un autre État qui est les Émirats arabes unis. Donc on va avoir une opposition, ça certes, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une poudrière, que ce soit du point de vue interne, mais aussi du point de vue des intérêts des États qui interviennent aujourd'hui, sans oublier qu'il y a un État qui est très concerné, c'est l'Égypte. L'Égypte, il a des problèmes avec 2 frontières, c'est la Libye qui est un pays qui est disloqué, maintenant le Soudan aussi, et les intérêts de l'Égypte, comme vous avez dit, professeur Abou Tahab, tout à l'heure, quand vous avez parlé du pétrole des 75% qui sont acheminés, qui vont aller aussi aider l'Égypte. Donc il y a un vrai problème pour l'Égypte, mais aussi
d'autres intervenants. Et la situation du Soudan va être certainement enchevêtrée avec la situation de la Libye. Quand vous avez parlé du Tchad, c'était peut-être pas un coup d'État, mais c'était un coup de force pour prendre le pouvoir aussi. Donc tout cela met le Soudan, à mon sens, ce sont deux hommes qui veulent avoir le pouvoir. Et bien sûr, il y a, si vous voulez, une lutte pour d'autres États qui ont intérêt. Il y a de l'or au Soudan. Il y a du pétrole dans le Soudan, enfin le Soudan Sud. On doit toujours trouver la raison dans les richesses qu'il y a dans le sous-sol. C'est malheureusement comme ça, Zakaria Boutehab. Alors, on va passer donc, comme je vous le disais, comme je vous le promettais, Mustafa Shahimi, sur le plan international. Nous avons donc les Émirats qui soutiennent le général Hemeti, l'Égypte qui soutient le général Burhan. Les deux pays sont plus ou moins alliés du Golfe. Dans quelle mesure ça pourrait conduire à résorber le conflit ou à seulement rapprocher un peu les deux points de vue, ou alors au moins à minima, assurer un cessez-le-feu? Alors, je ne puis vous cacher un peu une sorte de désarroi intellectuel quelque part, puisque les grilles de lecture classiques ne sont pas d'une grande... Voilà. Mais si Mustafa a parlé de la proxysation, entre guillemets, proxy war, c'est-à-dire guerre par procuration, ce n'est pas la première fois que des pays interviennent par terrain ou par groupe interposé pour défendre leur position et en même temps préparer la succession, la Libye, le Yémen, le Liban et ailleurs. Et hélas, on peut dire d'ailleurs, même dans les catégories d'analyse en termes de sociologie politique, que le Soudan ne pouvait pas s'exclure d'une lecture qu'on a faite à propos de ce qu'on appelle les printemps arabes, entre guillemets, même si l'appellation prêtait parfois à confusion. Déclenchement en 2010 en Tunisie et ailleurs, donc contamination, effet contagion, mais le Soudan l'a connu de façon un peu différée. Parce que le Béchir, déjà qui était frappé de sanctions et de poursuites, tenait le pays d'une main de fer. Il était considéré comme étant un islamiste, qu'il était pro, je ne sais pas, à tort ou à raison, groupe considéré comme des intégristes, etc. Avec tout le monde en fonction. Nous ne sommes pas sortis précisément de cette configuration. J'aimerais rebondir ce qu'avait dit mon ami Ali El-Harechi. Les deux hommes sont responsables de ce qui s'est passé en octobre 2021, le coup d'État. Et d'ailleurs, même l'administration américaine avait considéré que tous les deux pouvaient être passibles de sanctions. Donc, ce qui fait, ils sont complices dans ce qui se fait aujourd'hui. Abstraction faite peut-être des positions des uns et des autres, puisque Abdel Fattah al-Burhan considère qu'il est légitimement fondé à défendre l'intérêt suprême de la nation, cherche à faire coaliser les populations ou la population. C'était lui qui avait quand même coincé la révolution en 2019 contre Omar el-Béchir. C'était lui qui avait repris exactement. Et donc, ceci dit, pour les interventions étrangères, franchement, vous avez peut-être des acteurs qui sont visibles, mais d'autres acteurs qui ne sont pas visibles. Donc, du coup, moi, ce qui un peu m'irrite, c'est cette impuissance de la communauté internationale à intervenir pour que la situation cesse. Il n'y a que des médiations par-ci, par-là, saoudiennes, américaines, peut-être qataries, mais généralement, moi, j'ai l'impression qu'on laisse faire les choses plus ou moins. Je ne suis pas complotiste, vous le savez, mais parfois, on peut céder à quelques facilités de langage et considérer que quelque part, il y a des enjeux qui sont là cachés. Et ce qui s'est passé en 2011 n'est pas loin de ce qui se passe aujourd'hui. C'est un pays, malheureusement, qui est frappé de malédiction et qui est exposé à un éclatement. Peut-être on verra demain le Darfour carrément faire sécession. Qui sait ? Alors, il faut reconnaître aussi, une seconde, Mustafa Shahimi, il faut reconnaître aussi qu'il y a un certain antagonisme des puissances étrangères. Et il y a une différence aussi de levier de puissance, ou de niveau de puissance des puissances étrangères. Vous avez donc le Golfe qui est juste à côté, qui a ses intérêts, et puis vous avez les deux grandes puissances que sont les États-Unis et la Chine, et puis vous avez aussi la Turquie. N'oublions pas, donc ça fait beaucoup d'intérêts qui sont antagoniques, comme on peut le voir un peu partout dans le monde, et en particulier en Ukraine. Mustafa Shahimi. Sur mon désaccord. Fallait que je donne mon avis aussi, je le dis. Bien sûr. En désaccord avec mon voisin, je voudrais m'expliquer. On ne peut pas réduire la crise actuelle au Soudan à simplement une compétition féroce, armée, entre deux personnes. Nullement. Voilà, c'est extrêmement important, d'autant qu'il y a un enjeu économique. Vous avez parlé des mines d'or, vous savez, on appelle ça la malédiction dorée pour ce pays. Pour 2020, les mines d'or se retrouvent où ? Dans les zones contrôlées par Hemeti. Et oui, il faut le savoir. Et c'est un financement extrêmement important.
Vous savez ce que ça a donné en 2022? Ça a donné 42 tonnes d'or. Énorme. Des recettes de 2,5 milliards de dollars. Énorme. C'est un financement extrêmement important. Donc l'enjeu, il est aussi là, c'est-à-dire la maîtrise de l'exploitation et de la commercialisation de la production d'or. Il y a également... Pour compliquer les choses, juste pour compliquer un petit peu les choses, il y a aussi Wagner qu'on dit très intéressé. Ah, d'accord. J'y viens. Et il y a 40 000 sites d'exploitation aurifères, 40 000 sites, donc avec beaucoup de décentralisation territoriale et donc des moyens de pression. Il y a aussi le fait que j'ai dit que c'était une guerre par procuration et je vais m'en expliquer avec l'interférence directe ou indirecte d'un certain nombre de puissances et d'acteurs. Vous avez parlé de l'Égypte à juste titre. L'Égypte est impliquée militairement dans ce processus. Il y a eu un bombardement d'une base des éléments de Hméditi sur ce plan-là. Il y a près de l'aéroport de Port-Soudan. Il y a également le fait qu'il y a le soutien politique et militaire de l'Égypte, avec même des éléments armés, d'encadrement, etc. C'est important, c'est important. Il y a aussi le fait que Hméditi a de bonnes relations avec l'Érythrée, l'Éthiopie, Yémen, la Russie, la Libye et le Tchad. On va sûrement y revenir. Et vous avez fait référence à juste titre à la Russie. Wagner est présent. Ils sont présents d'abord pour des raisons économiques et d'intérêts commerciaux, puisqu'ils se payent sur place. Toute la région et en particulier ils se payent sur place, au Soudan. Voilà. Oui, Ali Harissi. Oui, l'Égypte, juste la compétition pour le pouvoir, c'est normal, c'est pour contrôler tout ce qui est économique après. Donc quand on parle de compétition de pouvoir, c'est contrôler l'État avec toutes ses richesses. Quand on parle de l'Égypte, pourquoi soutient-elle Al-Borhan? Il ne soutient pas Hméditi, alors que les Émirats, qui sont leurs alliés, soutiennent Hméditi. C'est une question qu'on peut se poser. On peut répondre sur ça? On va laisser déjà terminer. Ah, voilà. On va déjà terminer, parce qu'il a posé la question, on a le droit d'y répondre. Je pensais qu'il nous l'a posé. Non, il la pose à lui-même. L'Égypte, d'abord, elle a intérêt à soutenir Al-Borhan. Pour elle, c'était, on va dire, celui qui est légitime. Pourquoi? Parce qu'elle a un problème avec l'Éthiopie. Vous avez parlé tout à l'heure du barrage de Nahda, de la Renaissance. Mais c'est ce barrage-là, Al-Borhan soutenait, c'est-à-dire l'Égypte, parce que l'Égypte, comme disait Hérodote, c'est le dent du Nil, sans le Nil. Et ce que allait faire l'Éthiopie, ou ce que veut faire, en train de faire l'Éthiopie, il faut que le Soudan agisse pour pouvoir soutenir l'Égypte. Donc on comprend le soutien de l'Égypte. Maintenant, on se pose la question, pourquoi l'allié de l'Égypte soutient celui qui est de l'autre côté? C'est-à-dire une puissance agricole en devenir et qui a de grandes surfaces agricoles aussi. Bien sûr, les plus grandes terres arabes qui ne sont pas utilisées sont au Soudan, d'autant plus que celles qui sont utilisées, c'est une puissance agricole. Ils soutiennent le général Haftar, c'est-à-dire en Libye, donc qui soutient en même temps celui qui a les mines d'or, donc Hméditi et autres, et ils soutiennent aussi donc, au niveau du Tchad. Là, vous avez parlé du Darfour tout à l'heure. Donc, l'intérêt, la question qu'on se pose, pourquoi les Émirats arabes unis soutiennent-ils celui, je ne veux pas dire qu'il n'est pas légitime, mais celui qui a fait la révolte contre son chef, alors quel est l'allié des Émirats arabes unis? Vous avez parlé tout à l'heure de Hméditi, il faut aussi signaler ou souligner que les forces, donc ces forces paramilitaires, ont intervenu aussi au Yémen. Ont intervenu avec l'Arabie Saoudite. Donc il y a vraiment un enchevêtrement, mais ceci c'était bien avant qu'il y ait eu ce coup d'État. Oui, c'est tellement imbriqué comme, je suis tout à fait d'accord avec mon collègue Zakaria Abou-Dahab quand il dit parfois les grilles d'analyse, c'est très difficile d'analyser cette situation. Comment se fait-il que des alliés, surtout on a vu quand l'axe ou le triangle, si vous voulez, Arabie Saoudite, Émirats et Égypte, dans certaines décisions, alors qu'aujourd'hui on ne sait pas.
Bon, la position de l'Arabie saoudite, on ne la connaît pas encore très bien, mais la position des Émirats, elle est claire. On parle de l'or, on parle des richesses, on parle de beaucoup de choses, mais le phénomène de contagion, il est très dangereux dans la région, parce qu'il y a le Sahel juste à côté. Le Sahel, elle est là, en fait. Le Sahel, on ne connaît pas encore tout à fait la position de l'Arabie saoudite, on ne connaît pas encore tout à fait la position de la Chine, on ne connaît pas encore tout à fait la position de la Russie. Oui, vous avez parlé de Wagner, oui. Alors là, peut-être que Wagner sont présents. Il y a un peu de tout. Ce n'est pas la première fois que Émirats arabes unis et Arabie saoudite sont alliés de fait, mais pas vraiment alliés sur le terrain. Ça s'est passé au Yémen, vous en avez parlé, donc ça ne fait que commencer et la complexité de ce conflit ne fait encore commencer, le temps qu'on puisse démêler tous les éléments de l'écheveau. Donc on va passer maintenant aussi aux États-Unis et aux Chinois, même si on ne sait pas encore trop ce qui va se passer. Avec vous, Mustafa Shehimi, mais après la pause, parce que c'est déjà la moitié de l'émission. On se retrouve dans quelques instants. Allez, c'est parti pour la deuxième partie du débrief concernant la situation au Soudan. Et tout à l'heure, nous allons arriver aussi à Taïwan. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, d'abord, marhaba bikoum. Et deuxièmement, nous en parlons avec Ali El-Harissi, Mustafa Shehimi et Zakaria Abou Dahab. Juste avant la pause, Mustafa Shehimi, je vous disais que j'allais vous poser la question sur l'implication, la nature de l'implication, l'intérêt que font les États-Unis, que fait la Chine dans cette affaire soudanaise. Première observation pour répondre à votre question, est-ce que vous avez relevé une grande mobilisation de la communauté internationale pour mettre fin à ce conflit? Pas du tout. Pour rapatrier le ressortissant, on en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu réunion d'urgence du Conseil de sécurité? Pas du tout. Premier élément. Deuxièmement, la position américaine telle qu'elle a été formulée par le secrétaire d'État Anthony Blinken, c'est demander le cessez-le-feu. C'est la position également de la Chine, c'est la position de l'Union européenne, mais pas plus. Je note par ailleurs qu'il y a eu également des initiatives prises par l'Union africaine. Le commissaire de l'Union africaine des affaires politiques, l'ambassadeur Bankole Adebayo, a proposé une solution politique négociée. Comme on dit dans le langage courant, ça ne mange pas de pain à proposer. Est-ce qu'il y a eu une mission de l'Union africaine sur place pour prendre attache avec les alliés, etc. Donc nous en sommes là. Il y a également une autre initiative de l'autorité intergouvernementale pour le développement, qui est une organisation qui comprend 18 pays africains dans le Soudan, qui a formulé également la même proposition d'un cessez-le-feu. Donc nous sommes là à un stade où il y a une rhétorique, un discours sur la nécessité d'un cessez-le-feu, sans que la communauté internationale et les grandes puissances se dotent des moyens d'imposer ce cessez-le-feu, sous le parrainage évidemment des Nations Unies. Maintenant, pour ce qui est de l'autre aspect évoqué dans vos commentaires, c'est vrai que le groupe de Ahmadiyya, il est partie prenante. Il est partie prenante dans la guerre du Yémen avec un contingent de 10 000 hommes. Qui étaient au Yémen, donc aux côtés des forces saoudiennes, émiraties, etc., étaient financés, et donc ils étaient équipés, et ce sont ces atouts-là, financement, équipement, qui ont été rapatriés sur le Soudan. La question pourquoi il y a une tonalité différente entre les positions de l'Arabie saoudite et des Émirats, l'alliance entre les Émirats et l'Arabie saoudite n'est pas une alliance totale. C'est une alliance ponctuelle sur un certain nombre de secteurs. Elle ne couvre pas, vous l'avez d'ailleurs relevé, elle ne couvre pas toutes les questions qui se posent à la communauté internationale. Et chacun, il a son jeu. Maintenant, la position... Au Yémen, on le voit en Iran, on le voit aussi avec Israël, les Émirats. Il y a un petit menu fixe, si vous voulez, pour employer un vocabulaire. Il y a un petit menu fixe, ils sont d'accord, mais tout le reste, c'est à la carte. Chacun fait ce qu'il veut dans le cadre de la défense, ce qu'il estime être ses intérêts nationaux. Maintenant, autre point, la position de l'Égypte. C'est vrai que pour ce qui est de l'Égypte, elle soutient le gouvernement donc du général Burhan, mais il y a une autre raison. Indépendamment du Nil, et vous avez raison de le relever parce que c'est existentiel, c'est vital pour l'Égypte, et donc Burhan soutient l'Égypte dans le contentieux qu'il y a avec l'Éthiopie. Mais il y a une autre raison, c'est que le maréchal Sissi soutient un modèle
qui est un modèle autoritaire, un modèle où le pays est dirigé par des militaires. Par des militaires, c'est la reproduction du modèle égyptien, et c'est pour ça que ça explique cette position-là. Alors, Mustafa Sahimi, quand vous parlez de communauté internationale qui ne s'en préoccupe pas, le Maroc aussi, Zakaria Boutaheb, fait partie de la communauté internationale. Or, le ministre des Affaires étrangères du Maroc, Nasser Bourita, a fait une déclaration en ce qui concerne avant même le début des hostilités. Et puis, on rappelle aussi que le Maroc a rapatrié ses ressortissants, donc après des négociations, après des discussions avec le Maroc, et quelque part là. Le Maroc est présent. D'abord, il soutient l'intégrité territoriale du pays. Il est pour une solution intra-Soudan. Du moins, il ne faut pas que le problème s'internationalise. Et on a toujours en mémoire ce que le Maroc a fait par rapport à la Libye, puisque l'accord Srerat date de 2015, et que le Maroc à chaque fois disait qu'il fallait chercher à rapprocher les points de vue des uns et des autres. Et par ailleurs, il y a eu une réunion au niveau du Conseil de paix et de sécurité, au niveau de l'Union africaine, dont nous faisons partie, encore une fois pour un mandat de 3 années, et durant précisément cette rencontre en mode virtuel, M. Bourita avait encore une fois réitéré la position intangible du Maroc, à savoir le soutien de l'intégrité territoriale du Soudan. Par ailleurs, il faut dire aussi que le Conseil de sécurité s'étant réuni en mode extraordinaire un dimanche, je crois, mais au final, les déclarations ne sont que des exhortations. Oui, ce ne sont pas des injonctions, sachant bien. Voilà, mais non, on pouvait passer à autre chose. On n'a pas le temps de développer des éléments de doctrine de droit international, c'est ce qu'on appelle la responsabilité de protéger, qui, par principe de subsidiarité, la communauté internationale intervient quand les autorités nationales sont défaillantes. D'ailleurs, on l'a activé contre Muammar al-Kadhafi en 2011. En 2 temps, il y avait d'abord les sanctions, la résolution 1970, la deuxième, la résolution 1973, qui a autorisé le Conseil de sécurité à utiliser les moyens de coercition pour protéger les civils, entre guillemets. Mais on l'a laissé le pays. Ça a été détourné, tout à fait. La résolution a été détournée. Yes, tout à fait. Il faut citer également l'IGAD, M. Sahimi a raison, une communauté de 8 pays de l'Afrique de l'Afrique de la Corne de l'Afrique exactement, dont fait partie le Soudan. Et pourquoi cette appellation un peu bizarre, puisque initialement elle était destinée à gérer les eaux du Nil, précisément. Par la suite, elle s'est développée en une véritable communauté économique africaine qui fait partie de l'Union africaine, et elle n'a pas fait grand-chose parce que nous sommes toujours dans les bons offices, médiation. On peut citer la Ligue arabe. Le représentant du Soudan dit « nous ne sommes pas pour l'ingérence ». N'oublions pas que 3 éléments des Nations Unies ont trouvé la mort du programme alimentaire mondial. Ils ont plié bagages. Des diplomates ont été agressés. Et donc, ce climat d'insécurité n'aide pas la communauté internationale, notre pays, à s'aventurer pour intervenir, puisque les hostilités se déroulent même à Khartoum. C'est une guerre de tranchées, quelque part. Et parfois même, on tient les civils comme étant des éléments... Donc, ce qui fait que, sur le terrain, la situation est très compliquée, mais je suis tout à fait d'accord qu'il y a une impuissance de la communauté internationale. C'est comme si indirectement, encore une fois, je ne suis pas complotiste, mais je dis, ce n'est pas responsable de ce point de vue de laisser le pays s'exploser de cette manière, parce qu'au final, on va vers une guerre civile cette fois-ci. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ça ne se passe pas en Europe, c'est le Sud. Merci d'avoir dit à quoi j'étais en train de penser. C'est le Sud qui s'entretue, donc ça n'intéresse personne. On a vu que la communauté internationale s'est très vite enflammée. Qui s'occupe des réfugiés? Pour l'affaire de l'Ukraine. On en parlera tout à l'heure aussi pour l'affaire de Taïwan. Mais pour le Soudan, Alain Harichi, un commentaire sur ça? C'est malheureux que toujours les pays du Sud subissent les problèmes qu'ils créent eux-mêmes, c'est-à-dire par leurs enfants. Et aussi cette façon, quand vous parlez de la communauté internationale, qui est en train de regarder, c'est-à-dire ils les ont exhortés à quoi? À faire un cessez-le-feu de 72 heures qui n'a même pas été respecté. Malheureusement, ce sont 2 armées. Ce n'est pas un coup d'État, ce sont 2 armées qui sont en train de s'affronter, et c'est des civils qui sont en train de payer les tributs de cette folie humaine pour le pouvoir, qu'il soit politique, économique et autres. Et aussi les intérêts des pays font qu'ils soutiennent une armée et les autres soutiennent une autre. Et c'est malheureux parce que dans un sens,
cette région-là, d'abord le Soudan, il a presque 7 frontières. Et cette région-là, elle est déjà dans une poudrière. Il y a le Sahel à côté. Alors, est-ce qu'il y a justement, j'en profite, et je reste avec vous, est-ce qu'il y a un risque de contagion? Mais bien sûr qu'il y a un risque. Il y a autour, il y a l'Éthiopie qui est en guerre dans le Tigré. Déjà, si on revient presque à une année, il y a eu le début des coups d'État, un peu des coups d'État au niveau du Sahel, dans plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne et au niveau du Sahel. Et est-ce qu'on peut parler d'un coup d'État, puisque c'est le chef et c'était son vice, le vice des forces. Donc c'est un coup d'État, mais c'est un coup militaire. Et là, c'est l'opposition de deux forces militaires. Donc la contagion, elle est là. Elle est là. Le Soudan est l'un des effets de la contagion. Le problème, c'est que ce déséquilibre-là, il y a d'autres problèmes. Il y a le terrorisme qui est juste à côté. Et maintenant, il faut poser aussi la question de la migration. Parce que ces populations-là, ils vont aller où? Est-ce qu'ils vont aller au Tchad? Parce que c'est ce qui s'était passé du temps où il y a eu la crise au Darfour. C'est déjà le cas. Et est-ce qu'ils vont aller vers... Et nous avons vu, si vous vous rappelez, ce qui s'est passé, je pense, au Maroc, quand ils sont venus donc, de cette région. Je voulais en parler aussi. D'accord. Donc, est-ce qu'on va avoir une immigration verticale? Est-ce qu'il va être vers le nord aussi? Et nous venons de voir que même l'Italie, ils ont déclaré un état d'urgence par rapport à la migration au cours de cette semaine. Donc, cette population-là, malheureusement, elle est, on ne va pas dire aux oubliettes, mais la communauté internationale n'intervient pas, parce que c'est peut-être au sud, et parce que aussi dans la communauté internationale, il y a beaucoup d'intérêts qui s'opposent par rapport aux richesses de ce pays. Et c'est malheureux. La Ligue arabe aussi n'a pas intervenu ou elle n'arrive pas à intervenir. De toute façon, on sait que... La Ligue arabe n'a jamais véritablement intervenu dans des choses d'une manière efficace quand il y a une guerre. Est-ce que vous voyez un risque de contagion dans la région, sachant que, encore une fois, vous en parlez du barrage de la Renaissance, de l'IGAD, dont l'objectif était de gérer cette question du Nil. Là, on a une Éthiopie qui commence déjà à exploiter... lentement mais sûrement, le barrage de la Renaissance. Il y a la guerre avec le Tigré, il y a maintenant la guerre civile, ou presque, enfin on n'espère pas, au Soudan. Comment vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas un risque de contagion, un risque d'infusion de ce conflit? Moi, je voudrais citer 2 éléments pour compléter ce que vient de dire Ali. Premièrement, le Tchad a fermé rapidement ses frontières terrestres avec le Soudan, craignant précisément un déplacement massif de la population. Et donc il y a des conséquences déjà humanitaires qui sont visibles sur le terrain. Deuxième élément, c'est le risque de dissémination des armes. Et on l'a expérimenté, entre guillemets, pour le cas de la Libye. Et on a vu précisément une prolifération qui a atteint le Mali, Burkina Faso, d'autres pays comme le Niger, une déstabilisation qui était remarquable. Et donc cet élément de la contagion reste potentiel, il faut le dire. Mais déjà, le Soudan, on a fait les frais. On a rappelé le cas du découpage de 2011 qui a donc fait naître un nouvel État. Et par conséquent, c'était une sorte de contagion d'une situation qui était de désordre provoqué par la guerre au Darfour. Et Dieu sait cette guerre, comment elle a été menée, pourquoi, pour qui. La situation est délétère. Sachant bien, je voudrais ajouter un élément, les forces de soutien rapide ont été créées par Omar al-Bashir. C'était en 2013, précisément pour permettre à M. Dagalo, comme on le dit au Soudan, de mater précisément les soulèvements. Ce qui a fait à peu près, selon la communauté internationale, plus de 300 000 morts, considérant qu'il y avait réellement des crimes contre l'humanité. Ce qui fait que le Soudan est déjà empêtré dans ces problèmes. On peut se poser la question précisément aujourd'hui sur l'impact de la crise, du conflit armé sur le plan régional. Cela, je crois, demande beaucoup d'analyse. Alors, on n'en parle pas beaucoup de ce que je vais dire maintenant et qui risque de créer un très grave problème dans les chaînes d'approvisionnement, dans l'économie mondiale. Le Soudan, à plusieurs centaines de kilomètres sur la mer Rouge. La mer Rouge qui est donc le passage, comme on le sait, d'un tonnage aussi bien en commerce venant de la Chine, donc qui est concerné, qu'en hydrocarbures et qu'en énergie, sans compter tous les câbles qui passent. Vous avez raison de le relever. Je vous signale que Moscou était en train de négocier et de finaliser un accord pour une base militaire russe à Port-Soudan. C'est extrêmement important. Donc c'est un enjeu stratégique. Ça permet à la Russie... Ce sont les Turcs, excusez-moi, ce sont les Turcs qui sont sur l'île de Souakin.
De Turc, oui. Ça permet donc à la Russie d'avoir une projection maritime sur une côte qui contrôle la mer Rouge et partant le canal de Suez. Oui. Et donc c'est une zone extrêmement importante. Maintenant, pour les mesures prises par le Tchad, la frontière entre le Tchad et le Soudan, c'est 1000 km. Énorme. Je doute de l'efficacité de cette mesure et je crois beaucoup qu'il y aura une porosité. Maintenant, un dernier point, ce qui me frappe, c'est que l'impuissance a été relevée de la communauté internationale et le Conseil de sécurité en particulier, qui d'ordinaire peut prendre des mesures rapides d'imposant le cessez-le-feu. Ce n'est pas le cas dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par la charte. Les acteurs paraissent s'accommoder d'une situation qui va évoluer et qui va conduire à un rapport de force. Quel rapport de force entre Hemedti d'un côté et Général Burhan de l'autre? C'est l'issue militaire de la confrontation qui donnera le rapport de force. Ce n'est pas l'issue politique. Comment ça va se dérouler? On ne sait pas, c'est le brouillard le plus total. Et je crois que le risque aussi, c'est que ça ne soit pas maîtrisable, avec d'autant les interférences et les intérêts des pays que nous avons évoqués, Arabie Saoudite, tout ça, Yémen et le reste, etc. Et le schéma possible, mais en pointillé, ça serait une situation à la libyenne. Avec d'un côté ce qui se passe en Libye, donc le général Haftar d'un côté, le gouvernement d'Union nationale à Tripoli, mais sur quelle base politique? Ça, il n'y a que la communauté internationale qui peut trouver une solution. Nous n'en sommes pas là. Donc nous sommes bien devant une situation non maîtrisable où les acteurs n'ont pas beaucoup la main, où les acteurs ne veulent pas intervenir. Qui c'est qui va envoyer un contingent? Les Américains vont envoyer un contingent, ils n'enverront pas un seul GI là-bas. L'Union européenne n'est pas armée, les autres, etc. Et donc c'est de la sous-traitance par procuration, comme je l'ai dit, des uns et des autres. Et c'est l'issue des armes qui offrira des pistes de solutions et de médiation. Pardonnez-moi, Moustapha Sahimi, mais je suis toujours très dérangé, très heurté quand j'entends parler désormais de cette expression, la communauté internationale. Je ne sais pas, mais ça sonne faux. Oui, mais... On voit des gens qui sont en train de s'entretuer. C'était juste un commentaire. Mais je reste un juriste, j'ai les défauts des juristes. Malheureusement, mais bon, quand on observe ce qui se passe, vous voyez bien ce que je veux dire. La communauté, c'est une vocation, c'est une vocation. Voilà. Dernier mot sur le sujet. Juste pour compléter avec mon cher collègue professeur Moustapha Sahimi, le port Saïd, c'est-à-dire port Soudan, c'est là où débarque, c'est le pipeline qui arrive du Soudan Sud, c'est-à-dire qui transporte le pétrole. Donc l'important, c'est de protéger. Donc ces États-là, quand ils interviennent, c'est pour protéger ce pétrole qui arrive là. Il y a aussi un autre problème de contagion économique, c'est que avec ce qui se passe au Soudan, maintenant les banques mondiales, c'est-à-dire les bailleurs de fonds, refusent d'aider. Enfin, économiquement, c'est-à-dire financièrement, ces pays. Il y a des banques multilatérales ou multirégionales, et ces banques-là concernent aussi le Tchad, l'Égypte, l'Éthiopie. Donc, si ces banques-là arrêtent d'aider le Soudan, la contagion et la dissémination de cette aide va se propager aussi à ces pays qui en ont vraiment besoin, de ces aides financières. Merci, on reviendra sur ce sujet du Soudan, en espérant qu'on n'y revienne pas d'ailleurs, que ça puisse pouvoir se régler. Alors on passe au deuxième axe qui est celui de Taïwan, entre des manœuvres et des déclarations soufflant le chaud et le froid, avec les dernières déclarations d'un diplomate chinois, de l'ambassadeur de Chine à Paris, sur la question des frontières issues de la guerre froide. On se pose des questions sur ce qui peut se passer et ce qui est en train de se passer et comment les choses vont évoluer. Zakaria Abou Tahab, je vais commencer par vous. Il nous reste une petite poignée de minutes pour ce sujet, mais comment pourriez-vous donc définir cette question de Taïwan? En quoi est-elle aussi importante et pourquoi est-elle aussi importante pour Pékin, pour la Chine? Alors, je voudrais peut-être, même si on dit comparaison n'est pas raison, mais je suis marocain et on peut me considérer comme étant un chauviniste quand j'essaie de mesurer un peu le degré d'attachement et de lien par rapport au Sahara marocain. J'essaie de comprendre par empathie également l'attachement congénital
de la Chine pour le Taïwan, ou Taïwan en fait. Parce que la Chine a toujours considéré qu'il y avait une injustice historique. Depuis 1949, lorsque les opposants, ce qu'on appelle les nationalistes, ont fui, se sont installés à Formose, ce qu'on appelait le Taipei chinois. Et par la suite, c'était ce pays qui a pris la place de la grande Chine révolutionnaire de Mao Zedong en 1949. Et par ailleurs, jusqu'à ce que la Chine ait récupéré son siège aux Nations Unies début des années 70. Deuxième point, je me méfie toujours des simplifications conceptuelles et catégorisations, parce que j'ai suivi avec un grand intérêt l'intervention de M. l'ambassadeur chinois à Paris, presque 50 minutes à LCI quand même. Oui. Et j'ai vu au final qu'il y a deux visions du monde qui ne sont pas très harmonieuses, si vous voulez, la vision de l'Occident et la vision de l'Orient. C'était assez agressif, l'interview était assez agressif. Parce que malheureusement, il y a ce biais cognitif, comme vous le savez, parfois même c'est biaisé, c'est déformé. On veut lire le monde uniquement par rapport aux lunettes du monde occidental et raisonner en termes... L'agressivité n'était pas de la part de l'ambassadeur, mais du journaliste qui posait exactement, c'était le journaliste. Et que l'ambassadeur défendait la position de son pays. Bon, il a dit qu'il ne faut pas se chicaner, il a parlé de beaucoup de choses, l'intangibilité des frontières. On peut ne pas être d'accord sur le plan de la méthodologie, mais sur le plan de l'ontologie et de la position, moi je comprends aujourd'hui l'attachement de la Chine. D'ailleurs, et c'est même la position officielle du Maroc concernant l'appui à l'intégrité, l'appui de l'intégrité territoriale de la Chine. Maintenant, je crois que la Chine a tiré les leçons de la guerre en Ukraine depuis 2022 février jusqu'à aujourd'hui. Et par ailleurs aussi, elle choisit bien, je pense, la conjoncture géopolitique pour dissuader et dire qu'il y a des lignes rouges, parce qu'il y a eu de la provocation, il faut le dire, à travers les visites à répétition. Et ceci dit, cela ne peut pas arranger la paix internationale. Il faut, à mon sens, comme disait l'ambassadeur, s'asseoir autour d'une table de négociation et comprendre l'autre. Et ne pas considérer les choses à partir d'une vision hautaine. L'Occident n'a pas le droit de donner les leçons aux autres. Et voilà, après, sortir un peu les grandes catégories, la dictature chinoise, c'est ce qu'avait dit. Donc, vous voyez, donc, il faut absolument que nous soyons ancrés dans une méthode de neutralité axiologique, comme parlait Max Weber, et comprendre un peu les attentes de la Chine. Alors, lequel Occident n'est pas toujours très clair dans ses positions. Ali El-Harichi, ne pas vraiment reconnaître Taïwan comme étant un État indépendant, tout en défendant, tout en interdisant à la Chine d'en parler comme étant une partie de son territoire. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Je ne sais pas, il doit y avoir une poignée d'ambassadeurs accrédités, 14 ambassadeurs. 14 pays qui reconnaissent Taïwan aujourd'hui. Ça a diminué d'ailleurs. Ça va se rémier, oui. Vous savez, d'abord, moi, je rejoins ce qu'a dit mon collègue et mon cher ami Zakaria Aboutahab par rapport à nous, en tant que Marocains, nous ne pouvons que soutenir les États qui réclament leur intégrité territoriale. Ça, c'est un point sur lequel on est tous d'accord. Maintenant, pourquoi l'Occident? Parce que Taïwan, c'est un État très important de point de vue, c'est 80% des semi-conducteurs se font à Taïwan. Taïwan, il est dans ce détroit de Formose, c'est tous les intérêts des États du commerce international, c'est 30% du commerce international. Je pense qu'on en avait parlé une fois dans une émission, qui passe par cette région-là. La Chine, mais c'est normal qu'il considère, et c'est une partie le Taïwan a été toujours une partie de son territoire. Après ce qui s'est passé, donc on ne va pas répéter l'histoire. La position de la Chine, elle est assez claire. Maintenant, l'Occident, on a vu que, si on parle des États-Unis, c'était le pivot asiatique d'Obama qui vient ici pour contrôler ce qui se passe là-bas. Nous voyons aussi la Chine, c'est-à-dire en dehors du Taïwan, ce qu'elle a fait entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Il faut le prendre dans cette considération géopolitique globale de cette région-là, parce qu'elle défend ses intérêts, que ce soit économique, mais aussi une partie de son territoire. Donc c'est normal que l'Occident, et il faut juste dire que l'Occident, quand il s'agit de ces États, il n'accepte pas qu'il y ait une sécession et ou qu'il y ait des séparations. On a vu le cas du Kosovo, et on a vu les États européens certains États qui n'acceptent pas, c'est-à-dire de reconnaître le Kosovo parce qu'ils sont concernés par des parties de leurs États qui peuvent éclater. Donc chacun défend... ne va pas là, forcément, on avait compris ce que je disais, la communauté internationale. Voilà. Le dernier mot pour vous, ça passe, l'horloge tourne. Oui, évidemment, l'intégrité territoriale de la Chine, une position constante et cardinale du Maroc, sans discussion. Maintenant, ce qu'a dit l'ambassadeur de Chine à Paris est intéressant. Pourquoi ?
Il l'a dit une semaine après la visite du président Macron à Pékin. Quel camouflé, quelle récusation de tout le discours officiel français sur les liens privilégiés, etc. Bien, il a dit ça aussi, il a dit ça pour ce qui est de Taïwan. C'est important, c'est une revendication constante, mais il a dit autre chose. C'est le fait de ne pas accepter les frontières territoriales héritées de l'ex-URSS. Et oui, il a mis en cause le principe de l'intangibilité des frontières actuelles, ce qui a suscité évidemment un tollé en Europe, ailleurs, etc. Évidemment, il y a eu un communiqué de rectification, entre guillemets, du ministère chinois des Affaires étrangères qui dit que le Pékin était attaché au principe du droit international, etc. Mais l'ambassadeur est un homme de l'État, il était en mission, vous savez, quel est son profil? Il a été ministre Afrique. Il a été ministre Afrique, il a été ambassadeur à Dakar, ambassadeur à Abidjan. Et donc, s'il y a quelqu'un qui connaît le dossier, qui est mandaté, c'est bien ça. Donc, nous sommes bien dans une situation où c'est l'ordre international hérité de l'ex-URSS qui est remis en cause et ça pose problème de la révision d'un certain nombre de frontières, notamment en Europe. Vous savez, il y a beaucoup de contentieux liés à la Seconde Guerre mondiale et à l'ex-URSS, notamment des frontières entre la Russie, la Pologne, d'autres pays, etc. Donc sur ce plan-là, nous sommes interrogatifs. On arrive à la fin de l'émission, mais il y a aussi une autre raison qui est d'ordre géostratégique, c'est l'ouverture de la Chine sur le Pacifique, entre Okinawa, Taïwan, les Spratleys et les Paracels. Il y a forcément un problème d'accès de la Chine à l'océan Pacifique et la plateforme continentale. Vous savez, ils sortent leurs sous-marins, ils sont vus par tout le monde. Juste après dépasser Taïwan, là, ils plongent. Et, vous savez quel est le gros problème territorial de la Chine? C'est avec le Japon. C'est avec le Japon. Et puis il y a la mer de Chine, du Sud, aussi pour le couloir commercial, les fameuses routes de la soie. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci Ali El-Harichi. Merci Mustafa Sahimi. Merci Zakaria Abou Tahab. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.